Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage en cartothèque. On approche de la fin avec ce 20e épisode de cette première saison de Voyage en cartothèque. Et aujourd'hui, je reçois Loa Strega de Instagram. Moi, c'est comme ça que je te connais. Loa, bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Bah, plutôt bien, merci beaucoup. Je suis très heureux de t'avoir sur ce podcast, surtout dans ce 20e épisode associé, on va dire, dans cette série à la carte du jugement, à l'arcane du jugement. Et je trouve que ça correspond bien peut-être à la période que tu traverses. Complètement, mais vraiment. Alors, c'est pas ma carte favorite au premier abord, mais en fait, quand tu m'as proposé d'être cette carte-là, j'ai dit, bah ouais, ça correspond complètement à la période que je suis en train de traverser. Alors justement, déjà avant de parler de cette période que tu traverses, est-ce que tu pourrais juste te présenter peut-être ton activité rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Eh bien voilà, moi je m'appelle Cecilia Di Cunzio, aka Loa Strega comme tu l'as dit, et j'aime bien qu'on m'appelle Loa sur les réseaux sociaux, en tout cas avec ma casquette de tarologue. J'ai été journaliste pendant plus de 15 ans et parallèlement, j'ai développé depuis 5 ans, on va dire, une passion d'abord pour le tarot, puis un side business, comme on dit, ça a été mon activité secondaire, mon activité parallèle, qui a pris énormément d'ampleur jusqu'à ce que je saute le pas. Début septembre, là, il y a un mois en fait, pour devenir à 100% entrepreneuse dans ce domaine du tarot. Mais moi, mon approche, c'est pas le tarot divinatoire, c'est le tarot introspectif et même, je dirais, là, je vais même un peu réorienter mon activité sur vraiment ce qui, à mon avis, fait la spécificité de mon approche et ce que je préfère faire, c'est le tarot créatif, le tarot pratique, le tarot, en fait, comme outil pour développer des projets, développer des offres, développer des identités visuelles, développer des concepts, vraiment des choses très pratiques dans les projets créatifs. Et donc, c'est pour ça que mon logo, c'est Loa Strega, tarot, introspection, créativité. Alors effectivement, tu fais des trucs. Moi, à chaque fois, je suis bluffé par cette créativité déjà que tu as, et par tout ce que tu crées. On va en parler, on va développer. Mais déjà, alors moi, je me retrouve effectivement dans ton discours déjà sur ton parcours de ce side business, donc de cette activité secondaire, activité annexe qui prend le pas sur le reste. Déjà, je voudrais te demander comment ça a été vécu ce parallèle entre ton activité professionnelle classique entre guillemets de moldu, souvent je dis, de journaliste et le développement de cette activité annexe. Déjà pour toi, comment tu l'as vécu ce développement et comment ça a été peut-être aussi perçu? Est-ce que tu as dû en parler? Est-ce que tu as dû officialiser les choses auprès de ton employeur? Je suis un peu curieux de ça. Déjà, il faut savoir que je viens de débloquer mes collègues sur Insta, mais que jusqu'ici, ils étaient tous bloqués, justement, même si, voilà, j'en ai parlé, de toute façon, moi, j'ai du mal à cacher les choses, donc je parlais de ma passion, j'ai commencé à tirer les cartes à mes collègues, etc., quand je les voyais, je leur parlais, évidemment. Quand j'ai sorti mon livre, je leur en ai parlé, oui, ils étaient là, oh, t'es venu avec ta roulotte, voilà, ils n'étaient pas hyper en phase. Et j'avais beau leur expliquer mon approche du tarot, que je faisais de l'introspection, eux, ils en démordent pas. J'étais Madame Irma, quoi. Voilà. Mais je leur ai caché l'ampleur de mon projet, si tu veux. Le fait que j'ai sorti des e-books, que j'écrivais un livre en parallèle, que je tirais les cartes de manière pro depuis 3 ans. Voilà, ça, ils l'ignorent. Et d'ailleurs, à mon chef, Gilles, si tu nous écoutes, j'avais la chance d'être en télétravail à 100%, même pas dans la même ville, en fait, que mon journal. Du coup, tout le temps que je ne passais pas dans les transports, que je passais pas à m'habiller, me maquiller pour aller au bureau, je le passais à taroter. Et puis voilà. Et donc ça a été plutôt, donc c'était pas caché, mais en même temps discret. Ouais, voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai pris un pseudo et que voilà que il y avait Cecilia Di Cunzio d'un côté et Loa Strega de l'autre, quoi. Mais le côté, si tu veux, le côté passion, ça je l'ai partagé, mais pas le côté professionnalisation.
Ça, ils ne l'ont jamais su. Et même quand j'ai voulu passer, j'ai pris un temps partiel pendant quelques mois pour essayer de développer un peu mon activité. Je leur ai pas dit que c'était pour faire du tarot. J'aurais dit que c'était pour être avec mon fils. Après, aussi par rapport au regard des autres, en tout cas sur le saut du fou que j'ai fait là en début d'année, c'est sûr que j'avais un peu l'appréhension de me dire, voilà, moi je me suis battue pour devenir journaliste. C'était un métier que j'ai adoré viscéralement. Je veux dire, c'est un métier qui était une vocation à la base. J'adore ce métier. C'était mon identité, quoi. Hein. De presse, avoir réussi les concours. Alors que moi, de base, j'étais pas forcément une très bonne élève. Hein. J'étais plutôt créative, justement, plutôt artiste, plutôt que quelqu'un bon dans l'économie, dans l'actu, dans l'histoire, etc. J'ai réussi, envers et contre tout, à avoir ce job. J'ai passé 2 ans à Télérama, j'étais extrêmement fière. Ensuite, donc à Stratégie pendant 10 ans, j'ai adoré tout ça. Et j'avais l'impression que de devoir annoncer, ne serait-ce qu'à mes parents ou autour de moi, ben je vais devenir tarologue, que ils allaient passer, voilà, trouver peut-être qu'il y avait comme une régression. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas, en fait. Les gens sont hyper contents pour moi et ils voient très bien à quel point je suis passionnée et à quel point mon projet tient la route, en fait. Donc, il n'y a pas du tout eu ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai 0 regret. Je suis trop heureuse, en fait, d'avoir pris ma vie en main et justement de pas faire ce qu'on attend de moi pour une fois et de suivre un chemin qui m'appelle. Et c'est chouette, quoi. Comment tu as vécu justement ce temps entre l'appel, parce que l'appel, je pense que tu l'as depuis un petit moment, hein, puisque c'était ton activité secondaire depuis plusieurs années, je crois. Ouais, depuis 3 ou 4 ans, ouais. J'ai sorti mon premier workbook pro, on va dire, en 2020, fin 2020, il me semble. Ok, donc 4 ans. Par quel stade de cheminement t'es passé pendant ces 4 ans pour en arriver au moment où tu te dis « Allez là, basta, j'y vais, je fonce ». Il y a eu plein de phases, hein, mais au départ, il était pas du tout question que je me professionnalise. Enfin, oui, je trouvais ça cool de vendre des choses parce que tout travail mérite salaire, donc effectivement. Mais bon, moi au départ, je faisais des choses gratuites parce que j'avais pas besoin de cet argent. Puis après, au bout d'un moment, voilà, je faisais des choses de plus en plus professionnelles. Et puis il y a eu un moment où en fait mes copines, j'ai aussi rencontré des gens évidemment hein, dans le cercle du tarot, notamment Laura de The Snake and the Moon. Et je me rappelle une fois au téléphone, je sais plus on était en rébellion sur un truc, je sais plus, nos coups de gueule du jour, mais je lui disais, mais nous les tarologues, et je me suis entendue dire, nous les tarologues, et il me dit, ah mais ça y est, en fait, je me considère comme tarologue, c'est drôle, quoi. Et donc là déjà, puis il y a eu aussi des moments où quand on me demandait, tu t'appelles comment, je disais Loa, Cécilia, dans d'autres sphères. Donc bref, les choses étaient en train de se mélanger, et puis comme Laura a quitté son job, elle, et pour devenir tarologue à 100%, et moi je me suis dit pourquoi pas moi en fait. Et donc à ce moment-là, je me voyais pas quitter complètement mon job parce que j'avais pas de business plan en fait. Je voyais pas comment on pouvait en vivre. Donc j'avais pas encore trouvé la recette. Donc à ce moment-là, je me suis dit je vais prendre un temps partiel comme je t'expliquais et j'ai eu alors j'ai pas envie de parler d'échec parce que je trouve que c'était une expérience qui au contraire a été un tremplin et m'a appris plein de choses. Mais en fait, j'ai pris un temps partiel donc j'avais mes vendredis, mais c'était pas du tout la bonne formule parce que en fait, j'étais en CDI le reste du temps, j'avais juste une journée pour faire mes projets, donc c'était pas possible et du coup j'ai fait un burn-out. Ça a été très très compliqué. Du coup, j'ai rétro-pédalé, j'ai radié mon entreprise, je suis redevenue à temps complet. Et là, à partir de là, j'ai fait un autre projet, j'ai écrit un roman. Ça, c'est une autre histoire. Mais pendant un an, on va dire, enfin pendant quelques mois, j'ai arrêté complètement le tarot. Puis j'y suis revenue. Et si tu veux, l'année dernière, il s'est passé quelque chose, je ne vais pas développer, mais quelque chose d'assez grave dans mon entreprise à Stratégie, quelque chose qui va à l'encontre, selon moi, de la liberté d'informer, de la liberté de la presse. Il y a eu un cas de censure, et j'étais concernée. C'est un de mes articles qui a été censuré. Et ça m'a choquée. Et donc, j'ai réuni toute mon entreprise, les rédacteurs, voilà, pour essayer de voir quelles actions on pouvait faire. Puis, ça n'a pas marché. Et du coup, je me suis projetée, en fait, à demander une rupture conventionnelle. Et puis, petit à petit, je me suis dit, allez, vas-y, banco, on y va. Je pose ma rupture et ça a été accepté. Ça s'est passé très vite et voilà, quoi. Mais il faut dire aussi qu'à ce moment-là, par rapport à avant,
j'avais compris comment j'allais pouvoir me financer en fait, comment j'allais pouvoir vivre de ça. J'ai un business plan maintenant, ce qui n'était pas le cas avant en fait. Je comprends comment je vais faire pour faire décoller mon entreprise. Et avant, je savais pas. Donc voilà. Déjà, je trouve ça magique comment, alors après c'est mon interprétation des choses, hein, c'est très personnel, mais comment la vie, l'univers, Dieu, appelle-le comme tu veux, a fait en sorte au moment où tu étais prête de te mettre vraiment l'obstacle entre guillemets, le truc impossible à avaler où tu te dis non allez là ça suffit. Toi ça a été ce cas de censure et moi je l'ai vécu avec un chef aussi, un cas de clairement on était dans du harcèlement moral et donc voilà à un point en fait où la vie pousse le bouchon Maurice tu sais pousse le bouchon tellement loin qu'en fait tu te retrouves un peu soit j'en crève, je caricature, tu vois, mais soit en fait je continue d'avaler ces couleuvres, mais vraiment là, je m'auto-détruis finalement. Exactement. Soit en fait ça y est, je saute quoi. C'est exactement ça. Et en plus, si tu savais le nombre de synchronicités ou d'alignement des planètes, en fait, si tu veux, ma décision, elle arrive déjà. Par exemple, moi, je remboursais un prêt en fait, et comme par hasard, il s'arrêtait là fin août. Donc ça me libère aussi une somme d'argent à rembourser. Mon enfant, il entre au CP. Juste en septembre, on a fait notre changement de vie en même temps avec mon fils. Et du coup, on n'avait plus de mode de garde pour les mercredis, etc. Moi, avec mon nouveau mode de vie, je vais pouvoir absorber. Il y en a une liste de choses où t'es là. Mais heureusement que j'ai pris cette décision. En fait, tout s'aligne. Et c'est assez ouf. C'est assez incroyable. Et puis même, je veux dire là, ça fait un mois mais comme je me sens à ma place en fait, que ça soit dans mon coaching que je fais avec des clientes, quand la création, même la communication, même le commerce en fait, je me rends compte que j'adore ça en fait, de faire du service client, tout me plaît en fait, c'est assez dingue. Alors que je pensais pas que tous les aspects me plairaient. Après, on en est au début, je pense que les entrepreneuses de longue date vont peut-être sourire en m'entendant. Je suis encore dans la naïveté des débuts peut-être, mais en tout cas comme ça je me dis c'est trop bien. Tu le vis à fond et ça c'est chouette. Ouais. Comment t'as parlé plusieurs fois là de business plan? Comment on en vient, sans nous dévoiler bien évidemment le contenu de ton business plan, mais comment on en vient à concevoir un business plan? Qu'est-ce que pour toi ça implique? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tu vois quels sont un peu les tenants et les aboutissements pour toi de se créer un business plan? Déjà, je pense que c'est nécessaire. Moi, c'est venu assez naturellement, on va dire, par l'observation déjà du secteur, de mes consoeurs et confrères, des décisions que j'ai pu prendre et j'aime pas le mot échec, donc des expériences que moi j'ai pu vivre et qui n'ont pas été concluantes, ou au contraire des coûts, des coûts marketing, je sais pas comment expliquer ça, des coûts business qui ont été ultra performants. Et donc je me dis voilà, ça va. Si tu veux, je vois beaucoup de femmes, notamment des personnes que j'accompagne en coaching, qui n'ont aucune base, mais qui veulent déjà être professionnels. Et moi, je pense que c'est trop tôt, tu vois. Moi, j'aurais pas pu me lancer il y a 3 ans parce que ça n'aurait pas marché, ou alors il aurait fallu que j'ai des finances à côté. Mais si t'en as pas, en fait, il faut d'abord construire ton business. De te dire, je vends quoi? En fait, si tu regardes, si tu veux vendre des guidances à 15 €, il faudrait que tu en fasses 100 par mois pour avoir 1 500 € dans le mois, ce qui est à peu près, je pense, pour pouvoir vivre convenablement quand tu as des enfants ou quoi. 100 guidances par mois, déjà, c'est d'un énergivore et c'est de l'abattage. Je sais pas si un humain peut en faire 100, mais en plus de ça, tu n'auras pas 100 clients si tu as 100 abonnés sur Instagram et 0 personne, 0 mail. Je veux dire, à un moment donné, comment tu veux les trouver, ces gens? Moi-même, je n'ai pas 100 clients qui vont prendre des guidances, alors que ça fait 5 ans que je suis sur le secteur. Donc, il faut trouver des solutions. Moi, aujourd'hui, alors effectivement, je vais pas dévoiler tous les coulisses et tout, mais en gros, j'ai justement
je vois bien que la stratégie court-termiste que j'ai pu avoir, puisque j'avais un autre job à côté, de sortir un workbook par mois ou un atelier par mois, oui, ça va pouvoir me permettre de dégager un SMIC, tu vois. Mais avec un SMIC, ça veut dire qu'il faut que tous les mois, je sorte quelque chose. Donc, c'est du court-termisme et c'est aussi une vision, il faut que je sorte des choses qui vont plaire. Et donc, je suis pas alignée avec mes valeurs et avec moi, ce que je veux transmettre, qui je suis, ma spécificité, mes zones de talent, etc. Ce qu'il faudrait, c'est prendre plusieurs mois pour construire des offres plus conséquentes. Mais du coup, enfin voilà, il y a tout un engrenage à trouver en fait pour me dire, ben ouais, je vais pouvoir en vivre de cette manière-là, et on va faire ça, prioriser les choses, avoir des bases solides, utiliser l'existant aussi, s'appuyer sur ce qui existe déjà, etc. C'est ça pour moi un business plan, et c'est aussi connaître bien le marché en fait. Je pense que le fait d'avoir eu un side business pendant 3 ans, on va dire, 3-4 ans, ça m'a permis Et c'est pour ça que j'ai osé sauter le pas, c'est parce que je sais où je vais. Tu vois, je me dis pas juste, ah bah c'est cool, j'ai vendu une guidance, c'est bon, je m'inscris à l'URSSAF. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit suffisant. T'avais déjà, en bossant chez Stratégie, est-ce que c'est un journal spécialisé un média spécialisé dans l'économie, le business? C'est un média spécialisé dans le marketing. Voilà, et moi j'étais spécialisée à la rubrique techno, et j'ai été spécialisée dans l'influence, les réseaux sociaux, et les startups du digital, les managers du digital, etc. C'était ça ma spécialité. Donc c'est sûr que ça va m'aider, et on en parlera peut-être après, mais en fait mon prochain gros projet va mêler en fait marketing et tarot. En fait, si tu veux, pendant que c'était mon side business, c'était ma bouffée d'oxygène, le tarot. Donc jamais j'avais eu l'idée de lier mon job de journaliste spécialisé dans le marketing avec le tarot. Mais genre, ça devait vraiment être hyper différent les deux. Sinon, voilà. Et du moment où j'ai quitté Stratégie, je me suis dit, en réfléchissant sur mes expertises, sur mes spécificités, je me suis dit, mais en fait, il y a trop un truc à faire entre le tarot et le marketing. Parce qu'en plus, la créativité, le côté pratique, comme je te disais tout à l'heure, c'est ce que je préfère faire avec le tarot. Et donc, je me suis dit, là, mon prochain gros projet, si tu veux, je te donne l'exclu. C'est toi qui vois, mais avec plaisir. En fait, j'ai envie de faire une formation en ligne sur travailler son image de marque avec le tarot, avec tous les piliers d'image de marque, avec le tarot ou les cartes en général. Donc en fait, tu ne seras pas obligé de connaître le système tarot pour faire cette formation, mais elle va te montrer comment les cartes peuvent être un allié de créativité et vraiment te permettre de trouver des nouvelles idées, de construire vraiment un positionnement, un storytelling, etc. T'interroger sur ta cible, sur ton expérience client. Voilà, il y aura tout un parcours pour ou réévaluer ton image de marque où elle en est actuellement, ou alors la revisiter complètement, ou la créer de A à Z d'ailleurs. Et donc ça pourra s'adresser soit à des entrepreneurs de la spiritualité, du développement personnel, mais à des gens qui ont des boutiques en ligne, enfin voilà, à plein de sortes de personnes. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai déjà commencé à travailler dessus. Et en fait, tout découle, mais j'ai jamais vécu un projet comme ça, c'est-à-dire que j'écris et c'est déjà construit. C'est assez dingue, comme si c'était même pas moi qui écrivais, il y a une transcendance. C'est vraiment l'alignement de mes expertises. En fait, si tu veux, elle existe déjà, cette formation, et j'ai plus qu'à la poser sur le papier, en fait. Enfin, ça serait une formation vidéo et tout, donc les scripts de vidéo, ça vient tout seul. C'est assez dingue, et je suis vraiment à donf là-dessus, et voilà. Bon, j'en avais jamais parlé, sauf à des copines ou par-ci par-là, tu vois. Mais voilà, c'est mon prochain gros projet, quoi. Écoute, je suis sûr que ça va intéresser. En tout cas, on sent vraiment l'alignement quand t'en parles. Et ce que tu expérimentes là, c'est vraiment ça. C'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est l'accumulation et l'aboutissement de toutes tes connaissances accumulées, tes expertises, tes expériences. Et voilà. Et en fait, tout s'est constitué dans l'invisible sans forcément que t'en aies conscience. Et bam, ça descend, c'est tout. Étonnant, hein, c'est vraiment étonnant. Franchement, j'ai rarement eu un truc aussi fluide. Où vraiment, t'as même pas l'impression que c'est toi, quoi. Un peu comme mon roman, d'ailleurs. Hein, tu vois, le roman, j'avais jamais vraiment prévu d'écrire un livre. Et puis d'un coup, j'ai eu une idée. Et pareil, ça a découlé. J'étais là, mais qui écrit, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Là, le flow créatif, un peu la transcendance. Je sais pas comment... D'ailleurs, il faudrait que je lise. Peut-être qu'il y a des gens qui ont analysé ce processus psychologique
de cette impression en fait que je ressens, qui est assez étonnante, quoi. Comme si quelque chose était déjà présent dans ton esprit ou même dans l'univers et que tu avais juste à le choper en fait, et à te l'approprier, quoi. Il y a une forme peut-être de ce qu'on appelle canalisation, où je me rappelle d'une visite, j'avais emmené Yéna visiter un atelier d'artiste à Montmartre, à Paris, d'un artiste de 88 ans que je connais de par ma famille, que j'aime énormément, et elle avait senti une forme de canalisation, parce qu'il a un peu ce même discours en tant qu'artiste de... bah voilà, ça coule, quoi, ça découle, et presque il peut pas s'arrêter, et on ressent ça aussi dans ce que tu partages. J'irai me renseigner un petit peu. Mais c'est intéressant, du coup, est-ce que ça, avant ton roman et avant cette formation d'ailleurs que tu as prévu d'aboutir pour quand? En fait, comme c'est la première fois que je fais un aussi gros projet, j'ai un peu du mal à estimer le temps et j'ai pas envie de mettre la pression. Et donc, du coup, je me dis, voilà, comme c'est les débuts de mon entreprise, je peux me permettre de vraiment prendre mon temps. Puis d'ailleurs, j'ai envie que, dans le cadre de mon entreprise, je me permette de prendre le temps. Et du coup, voilà, peut-être, je dirais 2 ou 3 mois, tu vois, de travail, puisque là, je suis dans la rédaction du plan, voilà, et je commence à rédiger les introductions, les vidéos, etc. Puis ensuite, il faudra tourner les vidéos, faire un joli workbook qui va avec, tout intégrer dans Podia, etc. Penser à la communication aussi, puisque la communication, c'est 60% du travail, finalement. Donc ouais, dans 2 ou 3 mois, je pense qu'on va pouvoir découvrir ça. Ok, super. Et du coup, ma question c'était, est-ce que tu avais déjà expérimenté une telle fluidité, facilité, je sais pas comment dire, avant la rédaction de ce roman dont tu nous parlais et de cette formation? Bah, je pense qu'il y a peut-être des fois dans certaines enquêtes, dans le cadre du journalisme, ça m'est arrivé mais bon, c'est pas pareil parce que, enfin, en fait, j'adorais le journalisme, hein. Ce que j'adorais, c'est avoir les idées, construire, être dans la période d'interview, de recherche, ça j'adorais. On se projette, on dit ouais, mais moi mon enquête, ça va être un pavé dans la mare et tout. On se projette à mort et tout. Et puis le moment de rédiger, mais pour moi, c'était une torture, mais vraiment, parce qu'en plus, comme je prenais énormément de notes, n'importe comment, n'importe où, je me retrouvais avec des tonnes, et puis en plus, ben voilà, quand t'es journaliste, il faut aller hyper vite, quoi, tu dois le rendre hier, ton article, là. Donc, ça me mettait sous pression, et je détestais rédiger. Voilà, à de très rares exceptions. Donc non, justement, là, j'adore la rédaction de cette formation, parce que à chaque fois, c'était pas aussi aligné, en fait, j'avais pas... c'était pas le même but, en fait, tu vois. Mais bon, ça a quand même pu m'arriver de prendre du plaisir vraiment de A à Z sur des articles. Ouais, ça a pu quand même m'arriver. Notamment, peut-être quand j'ai sorti des newsletters, en fait, j'ai inventé des formats de newsletters. C'était le récap des réseaux sociaux, le récap de l'IA, ou je sais plus, bref, des trucs comme ça. Ouais, je prenais vachement de plaisir à faire ça, mais pas autant que là, ce que je vis et ce que j'ai vécu pour le bouquin, quoi. Le bouquin, d'ailleurs, tu veux nous en parler ou c'est secret? Bah écoute, le bouquin, il est terminé. Voilà, il a été relu par mes proches, etc. Et puis je l'ai proposé à des maisons d'édition. Et en fait, bah, j'ai pas eu de retour, quoi, concrètement. À de très rares exceptions. En fait, c'est vraiment hyper bouché, quoi. Moi, je pense que mon roman, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui m'aide, en fait, un agent littéraire, qui m'aide à le booster, tu vois. Et je comprends qu'il a quand même des défauts. Mais le problème, c'est comment on trouve ce genre de personnes. Tu sais, il faudrait un éditeur, en fait, mais vu que ils ont pas le temps de faire ça. Donc là, pour l'instant, j'ai un peu laissé de côté. Après, avant de prendre la décision de créer mon entreprise, j'étais dans un nouveau projet qui était un recueil de nouvelles d'anticipation thriller. Et en fait, ce que je me disais, c'est que à force de faire des projets littéraires, au bout d'un moment, il y en a bien un peut-être qui va être publié, et à ce moment-là, j'aurai un pied dans la porte et je leur dirai « j'avais écrit un premier roman, ça peut être peut-être cool ». Donc je m'étais dit, ça peut être ça la stratégie, ou alors de l'auto-éditer, peut-être que les gens qui me suivent sur Instagram ou par mail, etc., ils seront peut-être intéressés pour lire mon premier roman, tu vois, dont l'héroïne s'appelle Alice.
et c'est une revisite de Alice au Pays des Merveilles dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Très bien. Que j'ai écrit intégralement assisté avec le Madhouse Tarot d'ailleurs. Ok, je vois. Bon, après, Alice, déjà de base, elle est un petit peu presque dans un asile, Oui, j'ai envie de dire. Oui, complètement, pas très original. Bon, en tout cas, il y a plein de clins d'œil à Alice, on va dire, dans ce bouquin. Je voudrais rester sur ce sujet de l'édition, puisque tu as quand même édité un livre autour du tarot. Comment ça s'est passé, si tu veux bien nous raconter par rapport, et puis à le mettre en perspective avec le reste de ton activité, les e-books que tu as pu sortir en PDF, etc. Bah ouais, en fait, ça s'est passé encore une fois ici de manière très fluide, hein. Assez dingue d'ailleurs, quand on connaît le monde de l'édition. En fait, un de mes premiers workbooks, c'était pas le premier, hein, mais un de mes premiers s'appelait Tirage d'honneur. Et l'idée, c'était, vu qu'on sait que les figures de cour, c'est quand même des figures qui sont assez compliquées à s'approprier dans le système tarot, d'abord, c'était un challenge sur Instagram. C'était d'abord une série de posts. Non, d'ailleurs, c'était d'abord les majeurs, pardon. Donc, tu avais une majeure avec une petite descriptif et un tirage associé au majeur pour se l'approprier. Et ensuite, j'avais fait tirage d'honneur. Donc là, c'était un e-book où il y avait, en fait, c'était un petit texte comme si on rencontrait la figure de cour, qu'on rentrait chez elle, qu'on discutait avec elle, avec donc toute sa personnalité par rapport à ses mots-clés, sa signification traditionnelle, etc. Et pour moi, c'était une méthode pour s'approprier ces lames qui sont réputées compliquées, avec un tirage vraiment en lien avec l'énergie de cette figure de cour. Donc voilà, j'avais fait ça. Puis, le challenge que j'avais fait sur Instagram, je l'ai fait en workbook aussi. Je recycle, moi j'adore ça. Donc tirage majeur. Et puis quand j'ai eu ces deux e-books, je me suis dit, bah en fait, il suffirait que je fasse les arcanes mineures et j'ai un livre. Donc avant d'écrire les arcanes mineures, j'ai proposé mon projet à différentes maisons d'édition et j'ai eu 3 réponses positives. Ce qui était inattendu. Ce qui est incroyable, c'est que moi, quand je faisais tarot lunaire de Papote et Lunaison, aujourd'hui taronaute, dans ma fontaine à souhait, j'écrivais je veux écrire un livre qui soit édité, c'est mon rêve, etc. Je disais à mes copines, la meute, les filles Caro, Morgane et Laura, bah moi je me dis bah si j'arrive à publier un livre sur le tarot, eh ben je démissionne et je me lance et tout, mais genre des paroles en l'air. Et en fait, en un claquement de doigts. Donc j'ai eu le choix du roi, en plus j'ai pu choisir. Donc j'ai choisi les éditions Bussière, qui m'ont accompagné dans ce projet, et donc qui m'ont qui m'ont laissé le temps d'aboutir toutes les arcanes, et puis qui ont sorti le livre en avril 2023. Ça fait quoi d'avoir un livre en grande édition comme ça, disponible partout en France avec son nom dessus? Bah ouais, ça fait super plaisir. Puis surtout, vu l'engouement, en fait, les gens, ils s'en servent comme moi, je me sers des livres d'Emmanuel Iger, quoi. Non, mais franchement, enfin vraiment, au début, voilà, moi, j'étais un peu timide, et puis voilà, j'osais pas trop communiquer autour, je sais pas, j'avais peur un peu des retours. Et en fait, ben aujourd'hui, tous les gens qui l'ont, ils me disent, mais c'est ma Bible. C'est pas pour me vanter, c'est vraiment les retours que j'ai. Enfin, vraiment, les gens s'en servent pour apprendre le tarot, ça les aide beaucoup. En fait, il est multi-usage, ce livre. Il est à la fois pour apprendre le tarot, mais aussi, bah voilà, tu tires une carte au hasard et du coup, ça te dit le tirage que tu dois faire ce jour-là. Ça te donne, il y a 78 tirages, donc il y a tous les mots-clés, ombre et lumière, les défauts et les qualités des cartes. Enfin, il est assez multi-usage, quoi. Et il a eu bonne presse, quoi. Donc de très bons retours, et il s'est très bien vendu puisqu'il a été réédité, en fait, réimprimé. Pardon. Donc je suis assez contente. C'est un rêve qui s'est réalisé, clairement. Hein. C'est trop bien. Sans vouloir dévoiler les chiffres ou voilà, mais est-ce que, parce que je sais qu'il y a quand même du monde qui s'intéresse à ce processus d'édition, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'éditer leur propre livre ou leur propre jeu, mais est-ce qu'on vit de cette édition? Ah non, monsieur. Pas du tout, non. Si tu veux, bah, j'en ai vendu 1500, on va dire, sur la première impression. J'ai dû toucher, enfin, je sais pas si je peux vraiment parler de tout ça, mais en gros j'ai 8% des ventes, quoi. Donc si tu veux, j'ai touché 900 €, quoi, en un an.
Si tu veux je sais pas combien de temps j'ai mis, mais écrire un livre, c'est énorme. Si tu veux, j'ai mis des heures et des heures et des heures. D'ailleurs, aujourd'hui, ma maison d'édition aimerait bien que je propose un autre projet, mais moi, en fait, financièrement, je peux pas. En fait, quand c'était mon side business, je veux bien, mais là, c'est pas possible. Même si j'aimerais bien. Après, peut-être, si j'arrive à recycler des choses, c'est-à-dire que, par exemple, ma formation dont je te parlais tout à l'heure, si j'arrive à la transformer en livre de façon assez rapide, que j'arrive à trouver un processus rapide, pourquoi pas? Mais en fait, tu peux pas vivre, mais même être écrivain, c'est pas possible. Moi, ça serait mon rêve, d'écrire des bouquins, mais comment tu vis de ça? C'est juste impossible. C'est 8%, c'est pas possible. Sauf à être best-seller. Mais c'est un haut du panier, si tu veux, ça doit être 0,0. C'est comme les journalistes stars, tout le monde pense que les journalistes sont riches, pas du tout. T'as 0,1% de stars, mais sinon le reste, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre et qui gagnent le SMIC, en fait. Donc c'est pareil pour les écrivains, il faut avoir d'autres jobs. Donc oui, moi dans ma fontaine à souhait, aujourd'hui, il y a dégager du temps pour écrire des romans, tu vois. Donc mon entreprise marche assez pour me dégager du temps pour écrire. Mais pour l'instant, j'ai pas la formule, vraiment pas. Donc on verra, mais dans quelques années peut-être. Mais là pour l'instant, non, tu peux pas vivre. Quand tu vois que moi je vends un PDF, alors je vais pas cracher sur ce que je fais, c'est artisanal, c'est du jus de cerveau, c'est vraiment pareil. J'ai des bons retours sur mes parcours introspectifs, etc. Par exemple, là j'ai sorti 5 tirages pour préparer ta rentrée, ça a coûté 15 € en prix de lancement, 15 € dans ma poche, quoi. Enfin, pratiquement, puisque il y a les taxes des plateformes de vente, mais tu vois, c'est pas comparable. Je peux pas me permettre d'écrire un livre pendant 1 an et de gagner 900 € en 1 an. Ça fait combien par mois? Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas lourd. Voilà. Je comprends. Et effectivement, c'est bien aussi d'en parler parce que moi, j'ai eu cette discussion avec une ou deux personnes avec qui j'avais parlé justement de de cette idée d'édition, puisque Salon des Arcanes devient aussi une petite maison d'édition. En tout cas, je commence avec le Deviant Moon qui devrait plus tarder au moment où on enregistre ce podcast, puisque j'ai eu la réponse ce matin comme quoi il était prêt, donc il n'y a plus qu'à le recevoir. Voilà. Parfait. Mais c'est vrai qu'il faut s'interroger, je pense, sur pourquoi on le fait et quel est notre objectif derrière. Parce que si le but, c'est d'en vivre et de dégager des ressources, la grande édition, c'est peut-être pas forcément l'idée première. Maintenant, si l'idée, c'est d'avoir de la visibilité, de se faire connaître, d'être présent un peu partout en France, sur les Fnac, les Cultura, etc., là, oui, ça vaut le coup. Voilà, faut vraiment jauger quel est l'objectif vraiment, qu'est-ce qu'on veut retirer de ce projet. Tout à fait. Mais moi, au moment où je l'ai fait, j'avais un job, donc j'avais pas besoin d'argent. Mais par contre, ça m'a apporté de la notoriété, ça m'a apporté un crédit, tu vois. Donc c'était hyper intéressant. Moi, je le faisais pas pour ça, je le faisais pour le défi aussi. Pour me dire, j'ai écrit un livre, quoi. C'était parce que c'était un de mes rêves, en fait, de me dépasser, de faire un projet de A à Z, en fait, tu vois. Donc, en ça, j'ai réussi mon projet. Mais par contre, une personne qui n'aurait pas de job à côté ou dont l'entreprise n'aurait pas encore décollé, je conseillerais pas d'écrire un livre, évidemment. Pour rester sur le livre, parce que là, donc, tu te lances à fond dans une activité autour du tarot, mais tu as quand même, on sent cette marmite bouillonnante du roman. Oui. Comment tu articules les deux? Qu'est-ce qui te nourrit dans l'un et pas dans l'autre? Est-ce que les deux sont peut-être aussi indissociables? Je sais pas. Alors, pour l'instant, mes projets littéraires sont complètement en pause. Donc là, j'avais ce projet de nouvelles d'anticipation, j'en avais déjà écrit 3. J'étais vraiment à donf, quoi. J'avais vraiment un truc. Et puis voilà, il y a eu cette rupture conventionnelle qui est arrivée et qui m'a fait... Voilà, pour l'instant, je mets tout ça en pause et je me concentre vraiment sur mon entreprise. Mais par contre, ce processus créatif, encore une fois, va irriguer, ça c'est sûr, mes projets, puisque je fais du coaching créatif. Donc dans différentes formes, puisque j'ai un accompagnement de coaching qui s'appelle Parcours Carto, où j'aide les gens
qui viennent me voir à soit lancer un projet autour du tarot, soit finaliser un projet, parce que c'est souvent compliqué quand tu es arrivé aux 3/4 d'un projet de tenir en fait, donc ils ont besoin d'un coup de boost, soit de faire une nouvelle offre, de faire une série de posts Instagram ou un challenge Instagram, voilà, il y a différents, n'importe quel projet lié au tarot en fait, ou aux cartes, mais j'ai aussi une guidance qui s'appelle Boost Créatif, et l'autre fois j'ai fait une guidance pour une nana qui était perdue, enfin qui est dans son idée de roman, quoi. Ben moi effectivement c'est sûr qu'avec le fait que je connais ce processus, j'ai grave pu l'aider avec des conseils, et j'ai pu lire les cartes d'une autre manière que si j'avais pas cette casquette-là. Et le fait aussi d'avoir écrit un roman intégralement assisté avec le tarot, par exemple là dans la formation que je fais, image de marque, je fais toute une introduction pour montrer comment on utilise les cartes dans le cadre de projets, pour générer des idées concrètes, pour vraiment construire des choses concrètes. Et je peux me baser sur ma propre expérience, puisque toutes mes offres sont issues d'un tirage déjà de base, toujours. Je ne lance aucune offre tant que j'ai pas fait le tirage qui va me donner le concept, les points différenciants, etc. J'ai vraiment une méthode que j'applique à toutes mes offres, et aussi des projets aussi créatifs que d'écrire un roman, quoi. Donc toute cette méthode, c'est ça que je vais donner maintenant dans mes formations et dans mes accompagnements, quoi. Je vais vraiment angler et diriger mon entreprise vraiment. En fait, si tu veux, on sait que je fais pas du tarot divinatoire, ça je m'en suis jamais cachée. Me suis longtemps présentée comme une tarologue introspective, et aujourd'hui je pense que je vais un peu laisser de côté les parcours introspectifs pour vraiment avoir cette casquette de tarot créatif, du tirage créatif et pratique, quoi. Le tarot des idées, quoi, de quelque chose de très concret. Donc voilà. Alors justement, tu as parlé de ce processus d'écrire un roman en t'appuyant, en t'aidant, en t'inspirant de tirages que tu peux réaliser. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Est-ce que ça t'aide à définir des personnages, l'intrigue, des... Et en fait, si tu veux, dès le départ, donc j'ai eu une micro-idée en fait qui est née d'une de mes expériences très intimes. Donc j'en parlerai pas, mais enfin bon, les gens qui liront le roman un jour comprendront. Enfin bon, bref, quelque chose d'assez fort, la chose la plus forte que j'ai eu à vivre dans ma vie. Et j'ai commencé à écrire 2-3 phrases, et je suis waouh, j'ai l'idée. Et à partir de là, j'ai tout de suite fait appel aux cartes. Je me suis fait un tirage pour dire, tu veux être dans quel genre ? Tu veux, je sais plus, faudrait que t'aurais dû me dire, j'aurais préparé mon petit carnet exprès qui est rempli. C'est juste comme ça, à la volée, tu vois. Donc j'ai interrogé sur le genre et sur la forme. Après j'ai fait un tirage sur mon personnage principal, ensuite sur les lieux, et il y a eu des tirages à plein d'étapes. Et puis tous les jours, si à un moment dans l'écriture je bloquais, par exemple, qu'est-ce qu'elle ressent là, et lui qu'est-ce qu'il ressent, je tirais une carte. Ou alors là je suis complètement bloquée, je tire une carte pour me débloquer. Ou quelle est l'atmosphère de cette scène. Et je me rappellerai toujours vraiment d'avoir tiré la carte de la tour du Madhouse Tarot, qui est une carte où il n'y a pas de personnage, il y a une porte ouverte avec on sent que la personne s'est défenestrée, quoi. Elle est extrêmement forte, et j'ai construit toute une scène autour de cette carte, si tu veux. Vraiment, si tu lis la scène et que tu as cette carte, tu comprends, tu vois, l'attraction pour cette fenêtre. Et voilà. Donc vraiment, ça a été tout le long. Et puis même à des moments, au tout début plutôt, pour délier un peu ma plume, je faisais des petits exercices aussi d'écriture. Donc je me tirais une carte, mais alors vraiment sans penser à mon roman, et d'écrire une scène par rapport à la carte. Et comme je l'ai déjà dit, mais j'adore le recyclage. Et ces morceaux que j'ai pu écrire, je les ai quand même intégrés à mon roman, tu vois. On sent que l'image est hyper importante. On le voit sur tes réseaux sociaux. Moi, je suis à chaque fois estomaqué, époustouflé des images, des visuels que tu crées. Alors déjà, moi, je me dis ça doit te prendre un temps fou, mais peut-être pas. Et d'où te vient, comment ça te nourrit ? Quelle importance ça a pour toi ? Voilà, cette image, l'image, le visuel.
En fait, déjà, moi, quand j'ai découvert Canva, ça a été une révélation pour moi. Et puis, en fait, si tu veux, avant, pendant les réunions, quand j'étais journaliste, comme quelqu'un qui dessine sur un bout de papier, moi, j'étais sur Canva en parallèle, vu que je suis en télétravail, tu vois. Et pendant les longues réunions, réunionites, je créais des trucs sur Canva, quoi. Puis j'adore être sur Pinterest, de faire des recherches d'images. Et puis maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, j'en m'en aide aussi pour créer certaines images. Et puis voilà, sur Canva, je teste des polices, etc. Mais là, mon gros travail, justement, là, depuis que c'est officiel, voilà, c'est vraiment de rendre mon compte Instagram beaucoup plus élégant. Puis toute ma communication visuelle, puisque là, jusque-là, j'avais pas de stratégie, ni de ligne éditoriale, je sais pas comment dire. Je faisais que ce qui me bottait, tu vois. J'essayais des polices tout le temps différentes, des images tout le temps différentes. Il y avait pas trop de lignes, mais je pense que c'était ça aussi qui était plaisant, parce que c'était un peu foutraque, comme mon esprit, j'imagine. Et là, j'ai envie de trouver un truc un peu plus élégant. Donc voilà, je me suis interrogée avec le tarot, sans blague, pour justement trouver cette identité un peu plus élégante, on va dire. Puisque je pense que pour présenter des projets liés au marketing, si mon compte Instagram n'est pas un petit peu élégant, on va pas avoir envie de me suivre dans le truc, tu vois. Il faut que je fasse mes preuves aussi au niveau identité visuelle. Ok. En parlant d'identité, outre visuelle, je t'ai même pas demandé d'où venait ce pseudo de Loa Strega. Il a un peu rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais bon, bref. Alors, Loa, en fait, c'est le prénom que j'avais inventé pour mon enfant s'il avait été une fille. Voilà. Et Strega, c'est la sorcière en italien. Moi, au tout début où j'ai créé mon compte Instagram et mon pseudonyme, j'avais pas encore... je découvrais un peu tout ça et j'avais pas... pour moi, c'était encore un peu de la sorcellerie, on va dire. Tu vois, c'était un peu cet univers. Aujourd'hui, je n'ai pas de pratique sorcière, tu vois. Mais pourtant, je porte le nom de Strega. Des fois, je m'interroge sur le fait de changer mon pseudo, mais en même temps, je sais pas, je m'y suis attachée. Je l'adore, tu vois. Mais sorcière, ça correspond tellement pas à ce que je fais. Donc, voilà. Comment t'es rentré justement comment t'as découvert ce milieu et puis les cartes en général, puisqu'on est aussi là quand même en voyage en cartothèque pour parler cartothèque et plonger dans l'univers de la cartomancie. Comment, par quelle porte, comment ça s'est présenté dans ta vie? Est-ce que ça a été un coup de foudre immédiat? Est-ce que c'était présent très jeune? Alors d'abord, moi, non, ça n'était pas présent très jeune. Ma petite sœur, elle, était à fond dans les tirages de cartes, notamment le tarot de Marseille, enfin uniquement le tarot de Marseille d'ailleurs, et des fois elle nous tirait les cartes, mais moi, j'étais très cartésienne et je regardais ça un petit peu d'un regard très distant, on va dire. Et puis c'est en fait il y a eu une tendance au tarot en fait notamment sur YouTube en fait. Un jour je tombe sur une vidéo d'une fille qui présentait sa collection de tarot. Et moi, comme j'ai une forte collectionnite, que j'adore les collections et tout, je me dis ah bon, on peut collectionner les tarots, mais il y a d'autres tarots. Et entre midi et deux, je suis allée m'acheter mon premier tarot, qui était le tarot du bien-être. Et à partir de là, ça a été obsessionnel et une passion dévorante. Je me tirais une carte, et j'étais là, oh, mais c'est incroyable, ça correspond tellement à ce que je vis, etc. Et après tout de suite, donc vu que j'ai tout de suite eu cette envie de collectionner les cartes. Donc j'ai eu tout de suite beaucoup de tarots. Maintenant je me suis un peu calmée, mais ça a été vraiment explosif, quoi. Je veux dire, j'aime tant les cartes, ça m'entoure littéralement, j'en ai plein et j'adore ça. Et puis très vite aussi, j'ai eu envie de créer mon propre tarot. Ça, au tout début, ça a été vraiment central dans ma pratique, en fait. J'ai découvert le tarot en créant mon propre tarot. Donc c'était le tarot des hybrides. J'avais associé chaque arcane à une créature hybride, mi-humain, mi-animal, des légendes du monde entier. Donc t'as le Minotaure, t'as Bastet, enfin voilà, tout du monde entier. Et puis j'ai cherché des illustrateurs et des illustratrices, puis ça n'a pas marché parce que c'est compliqué. Moi, j'ai pas de budget pour rémunérer. Donc voilà, ça s'est un peu arrêté malheureusement, mais j'avais quand même travaillé avec des illustratrices et c'était incroyable ce qu'elles avaient fait. Moi, j'aurais rêvé de sortir ce tarot. On verra. Mais bon, voilà, c'était ça les débuts en tout cas de ma découverte du tarot.
Donc c'est exclusivement tarot pour toi. Ouais. J'ai eu quelques oracles, je les ai tous revendus. Un petit peu petit le normand, j'aime beaucoup, initié par Laura. Je les trouve très beaux. Mais non, moi je suis tarot, à fond tarot, quoi. Je trouve qu'avec le tarot, on peut tout faire, je vois pas l'intérêt des oracles, quoi. C'est ce que j'allais te demander, quel est pour toi cette fascination, cet intérêt du tarot plus que les autres, et comment tu t'es approprié le tarot? Est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que c'est juste en autodidacte? Non, avec la découverte du tarot, j'ai découvert aussi le plaisir à 35 ans de faire des formations, de retourner à l'école en quelque sorte. Et je pense que c'est ça qu'on ressent quand on découvre le tarot, c'est ah là là, mais il y a tout un univers, il faut qu'on se forme trop bien, on va acheter des formations et des stages et tout. Donc j'ai fait un stage avec Arnaud Malherbe notamment, qui a été vraiment une révélation pour moi. Et d'ailleurs, je vous conseille les stages avec Arnaud Malherbe, c'est quelqu'un d'incroyable. J'ai fait une formation avec Corinne Morel aussi, puis j'ai fait plein d'ateliers en ligne. J'étais aussi membre de l'association Tarot Actuali, dont tu sais, Aura Klinzel était la présidente. Et voilà, là-bas on faisait plein d'ateliers. Au début, je me rappelle, j'avais trop peur, j'avais toujours mon livret à côté de moi, et j'étais là, ah là là, mais si on m'interroge pendant l'atelier, ça va être horrible et tout. Donc voilà, on en passe tous par là, quoi. C'est aussi pour dire que voilà, même encore aujourd'hui, à des moments, je me sers de mon livret. Enfin, je veux dire, voilà, mais je trouve que c'est génial le système tarot parce qu'une fois que tu parles ce langage, tu peux lui faire dire tellement de choses. Et voilà. Comment on passe d'étudiante à enseignante? Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui organise et qui anime des ateliers. En fait, voilà, c'est du jour où je dis nous les tarologues. Je pense que à partir de là, tu te dis ah ouais, je suis plus. Puis voilà, en fait, moi j'ai assez rapidement proposé aussi des guidances. Donc au début, je m'aidais vachement de mon livret, notamment les mots clés de Emmanuel Iger, lire le tarot de Rider-Waite. C'était vraiment ma bible. Il est en lambeaux tellement que je l'ai utilisé. Je crois que je le connais par cœur. Et je ne pouvais pas faire de guidance sans l'avoir à côté de moi. Et puis un jour, je lui dis, mais tu perds un temps fou à aller tout revérifier, alors qu'en fait, tu l'avais déjà en tête. Je lui ai dit, allez, vas-y, maintenant tu fais tes guidances, t'as plus le droit de regarder ton livret. Et puis je me suis lancée comme ça, et puis après, très rapidement, de toute façon, voilà, j'ai écrit des e-books, j'ai fait des challenges, et très rapidement, je me suis... Je sais pas, c'était assez naturellement mais même, je crois que ça faisait même pas un an que j'apprenais le tarot, je faisais déjà des cours particuliers chez moi, avec des Lyonnaises qui venaient chez moi, je leur donnais des cours, tu vois. Donc je sais pas, c'était inné, quoi. C'est quelque chose qui t'anime aussi, ce côté partage, enseignement, diffusion. Ouais. À fond. Ouais, carrément. Ouais, je me sens vraiment à ma place. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Ouais, les cours de tarot, même des cours particuliers ou quoi. Comme je vais faire, d'ailleurs, j'ai mon atelier là, qui sera peut-être déjà passé lors de la diffusion, mais l'atelier emplacement, qui est vraiment pour moi un cours d'entraînement au tarot, mais c'est aussi reprendre les bases de la lecture tarot, c'est-à-dire de savoir lire une carte sur son emplacement, tu vois. Et tout ce que j'ai appris, moi, pendant toutes ces heures d'atelier, ces heures de formation, ces heures de lecture, j'ai envie de le transmettre, tu vois. De faire partie de cet arbre, en fait, de cet engrenage où on est tous acteurs, tu vois, de cette valorisation du tarot, de l'art du tarot. Pour toi, du coup, le tarot, parce que tu as suivi, il me semble que Arnaud Malherbe, Corinne Morel, ce sont plutôt des tarots de type Marseille qui sont utilisés? Ouais, en fait, tu trouveras... Moi, je trouve moins d'ateliers en présentiel sur le Rider-Waite. Alors, tu as Emmanuel, il gère, mais c'est vrai que Arnaud Malherbe, c'était d'abord Tarot de Marseille, Corinne aussi. En fait, c'est pas mal aussi de revenir, parce que moi, je suis très Rider-Waite. Je n'ai que des tarots illustrés. J'ai revendu tous mes Marseille. J'aime que les mineurs illustrés. Mais ça fait pas de mal en fait d'avoir des approches sur le tarot de Marseille. T'as l'impression de voir un petit peu les bases en fait. Donc c'est plutôt chouette, même si voilà, moi je suis vraiment carte illustrée à mort, quoi. Et en parlant de cartes, donc tu parlais de collectionnite, de collection, mais bon, pour te suivre un peu depuis quelque temps maintenant déjà, je sais que ta collection, elle a une orientation un petit peu bizarre. Je me demande même si tu n'utilises pas ce mot-là. Quel mot tu utilises d'ailleurs? Inquiétante étrangeté. Inquiétante étrangeté, voilà. Ouais.
En fait, mes tarots, ils doivent, parce qu'au début, voilà, comme je t'ai dit, j'ai acheté plein de tarots. En fait, je me demande même, bon, maintenant un peu moins parce que je me suis calmée depuis plusieurs années déjà. Mais pendant un temps, je pense que j'ai eu tous les tarots qui existent, au moins un jour chez moi, puis revendus, puis ils ont tourné. Mais je veux dire, c'est hallucinant le nombre de tarots que j'ai eu. En fait, je trouve qu'un tarot, quand tu l'as pas dans les mains, tu sais pas ce qu'il vaut, quoi. Il faut l'avoir, il faut jouer avec, le faire chauffer un peu avant de vraiment de savoir si tu veux le garder ou pas, quoi. Mais bon, petit à petit, j'ai senti que ma ligne, c'était vraiment les tarots inquiétante étrangeté. Moi, j'aime pas les tarots trop figuratifs, comme This Might Hurt, par exemple, ou tarot de la sororité sacrée, ou des choses comme ça, où il y a vraiment des personnages. Ça va pas me toucher. Moi, j'ai vraiment besoin de tarots hybrides, tu vois. Moi, j'adore la monstruosité. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Les créatures, je vais vraiment beaucoup plus être inspirée, tu vois. Et donc mes tarots sont pratiquement tous des tarots étranges, mais j'essaye quand même aujourd'hui d'avoir des tarots un petit peu plus doux, plus poétiques, pour des tirages pour autrui en fait, parce que je risque pas avec l'Oscuro Tarot qui est limite érotique, par exemple, c'est compliqué. Donc au final, pour les guidances pour les autres, je me retrouve en fait à devoir choisir entre 3 de mes tarots, donc le Emma Poetica, le Mystical Moments et le Wandering Star par exemple, ou mes tarots Alice, mais tu vois, tous les autres, voilà. Donc j'essaye quand même de m'adoucir un peu dans mes goûts, mais sinon, moi, c'est sûr que, voilà, ma star, c'est le Deviant Moon. Voilà, c'est un de mes premiers tarots. Le Hush Tarot aussi, très hybride. Le Nicoletta Cecoli aussi, ça, j'aime bien ce qui est pop surréaliste, en fait. Donc voilà. Mon tarot vraiment sol tarot, là, comme on dit, les tarots de vraiment alignement, c'est le Zeke Arcana. Oh, qu'est-ce que je l'aime celui-là, mais il est tellement péchu, je l'adore. Voilà. D'où ça devient cette passion de la monstruosité, de l'étrange, comment tu es inquiétante étrangeté? Eh ben, difficile à dire, mais bon, je pense que je sais pas. Déjà enfant, tu t'imaginais entouré de monstres? Ouais, j'ai toujours été comme ça. Ouais. J'ai toujours été passionnée par les monstres. J'aime ce qui est bizarre, j'aime ce qui est pas, ouais, ce qui nous éloigne. J'aime les rêves en fait. J'adore les rêves, j'adore les dessins animés, j'adore, tu vois, Miyazaki. J'adore les Disney aussi. J'aime les contes de fées, c'est une passion. J'aime le fantastique, mais pas forcément trop ce qui est mainstream. Mais ouais, les métamorphoses. J'ai toujours été passionnée par en lettres. J'ai fait des études de lettres. Je m'étais spécialisée dans la monstruosité justement, tu vois. J'avais fait des mémoires sur le singe et justement montrer la monstruosité, c'est ce qui s'éloigne de la ressemblance sans la quitter. En fait, tout ce qui va déformer l'humain, moi, ça me passionne en fait. Et peut-être que c'est un peu des masques aussi. J'adore cette métaphore du monstre. J'adore la mythologie aussi, tu vois. Je sais pas pourquoi. C'est une appétence esthétique en fait. Mais c'est hyper intéressant en tout cas comme approche, et c'est vrai que bon, bah, c'est pas moi qui dirais le contraire. L'avantage du tarot et de sa diversité aujourd'hui artistique, c'est qu'on peut y retrouver vraiment ce qu'on. Je pense pas que quelqu'un pourrait ne jamais trouver le tarot qui lui convient le plus. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, tellement il y en a. Et d'ailleurs, le fait que tu aies un petit peu interrompu cette collection, ou que tu te sois calmé au niveau de la consommation, et pour le coup, alors j'ai beau avoir une boutique de tarot, j'ai toujours prôné une consommation responsable, tu vois. Mais est-ce que tu penses que tu t'es calmé, entre guillemets, parce que tu as trouvé ton identité, ce qui te correspondait vraiment? Ou est-ce que tu t'es retrouvé peut-être aussi un petit peu noyé dans l'offre qui a quadruplé, quintuplé? Non, en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, ça s'est fait naturellement à force. Par exemple, à un moment, je m'étais dit, je me rappelle un été, il me faut tous les Marseille, tous les genres de Marseille, tu sais, un type de, il me faut, je me rappelle, celui de Convert, celui de machin et tout, je sais pas pourquoi. Je les ai recevés chez moi, je les détestais. Enfin, je sais pas, tu sais, c'était vraiment des trucs de compulsion, quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, attends, réfléchis à ce que t'aimes, tu vois. Et c'est là que j'ai compris mon esthétique. Et du coup,
ça m'apaise aussi dans le sens effectivement où ma collection elle a un sens, donc je vais plus acheter tout et n'importe quoi. Et je garde vraiment que ceux qui sont dans cette ligne. Je pense que c'est humain, effectivement, devant... Donc, du coup, moi, je la subis pas, cette offre pléthorique, si tu veux. Parce que moi, je vais sur ton site, constamment, hein. Bon. Mais je vais pas avoir l'impression qu'il y a une offre pléthorique, puisque une offre qui correspond à ma ligne, il y en a pas tellement, en fait, tu vois. Donc, au final, je ne subis pas, même sur Kickstarter, je suis là, ok, il y a un tarot par mois qui sort, et encore, qui va correspondre à mon esthétique. D'ailleurs, l'autre fois, j'ai fait un appel en story en disant ah, mais j'ai envie d'avoir un coup de cœur, là, ça fait longtemps que j'en ai pas eu, au final, tu vois. Et puis surtout que là, voilà, je suis en recherche de tarot un peu plus doux, donc là, j'avais pris comment il s'appelle déjà ? Le Orenda Tarot. Oui, absolument, oui, c'est vrai. Qui est superbe, mais alors par contre, la boîte, comme tu disais dans ta vidéo, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est malheureusement une tug box, effectivement, c'est un peu dommage, surtout sur un jeu indépendant et auto-édité. On aime avoir des belles boîtes. Mais il est tellement mimi. Tu vois, là, pour le coup, il est pas trop un petit peu inquiétant étrangeté. On a quand même des animaux avec des habits. Donc ça, ok, ça rentre. Mais un peu plus poétique, un peu plus doux. Voilà, c'est ce que je recherche en ce moment pour pouvoir tirer quand même plus les cartes, vu que mon activité se développe et je tire les cartes aux autres tout le temps. Donc là, il me faut des jeux de travail, on va dire. Tu sais combien t'en as aujourd'hui dans ta collection ? Est-ce que c'est quelque chose de très... genre, t'as un tableau Excel, c'est compté, c'est organisé, ou c'est pas du tout... Avant, j'avais évidemment un tableau Excel. Hein, je suis Capricorne, hein, donc évidemment, j'avais un tableau Excel avec mes tarots, mes wishlists, tous les tarots que j'avais eus, enfin, la folle. Et puis finalement, voilà, ça j'ai arrêté au bout d'un moment. Mais non, je les ai comptés l'autre fois parce que j'ai rangé ma chambre. J'en ai 50, je crois. Donc ça va. Ah oui, c'est raisonnable même parmi... quand je vois, au sein de ma clientèle, de mon audience, j'ai pas envie de dire petite joueuse parce que c'est quand même un joli chiffre. Ne lance pas un défi, Nico. Non, mais t'en as eu... Est-ce que tu sais le maximum à quel nombre t'étais arrivé ? Je pense que j'en ai eu 100. J'ai vraiment fait, notamment quand j'ai fait mon burn-out là, de tarot, là, j'en ai revendu, mais puis j'en ai racheté depuis ce que j'avais déjà. Il y en a que j'ai honte de dire ça, mais folle. Mais par exemple, il y en a un, le Alice au pays des merveilles là, en tiny box là, je l'ai acheté 3 fois et revendu. Et là, il est re sur Vinted. Faut quand même. En fait, cette histoire de collection de decks Alice me pose problème. C'est-à-dire que, à la fois, je me dis, il faut que je les ai tous, parce que ça, c'est un truc de collectionneuse, et à la fois, mon esprit minimaliste et rationnel me dit, non, tu n'as pas besoin d'avoir tous les tarots Alice. Mais régulièrement, je rachète tous les tarots Alice, et ça m'énerve, je les revends. Donc voilà. Alice, pourquoi Alice ? Qu'est-ce qui... Tu vois, est-ce qu'il y a une raison ou il n'y a peut-être pas de raison ? Non, c'est pareil, c'est esthétique, quoi. C'est vraiment mon dessin animé phare, quoi. C'est mon livre sacré et mon dessin animé phare, et c'est un univers qui me parle. Je regarde ce dessin animé constamment, j'adore, je sais pas comment t'expliquer, j'adore ça. Dès que je vois un truc Alice, quelque chose qui me fait penser à Alice, je suis comme une dingue, c'est mon esthétique, quoi, c'est mon univers, et j'adore jouer avec cet univers-là, quoi. Du coup, tu parlais de tirage, donc parmi tes offres, il y a aussi le fait de tirer les cartes aux autres. Bien sûr, bien sûr. Mais dans ces cas-là, est-ce que tu expliques bien au départ que tu ne fais pas de tarot divinatoire, ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui débarquent et qui te disent « Dis-moi si je vais… Alors, c'est indiqué dans mon projet, enfin mon qui suis-je, hein, ici, pas de médiumnité, pas de divination. En fait, les personnes, elles savent quand même que je fais de l'introspection, mais elles peuvent avoir un questionnement. Mais avant toute guidance dans mon système, elles doivent m'envoyer un texte. Donc dans le texte, même si à la fin elles me disent « vais-je rencontrer l'amour ?», moi je vais pas considérer cette question, je vais reformuler en fait. Je reformule toujours une question « vais-je rencontrer l'amour ?», je vais la reformuler à « comment me mettre dans les meilleures dispositions pour rencontrer l'amour ». Moi, mes guidances, elles sont boostantes, elles aident à débloquer des situations, à trouver des idées, des actions concrètes à faire
pour se sortir d'une situation dans le brouillard, tu vois. Et donc voilà, donc à partir du texte, il n'y a pas de problème, tu vois. Et puis je le dis bien. J'ai toujours la même intro quand je fais une guidance. Les réponses sont en toi. Moi, je suis un guide d'introspection. L'idée, c'est vraiment de te guider pour aller chercher les réponses en toi. Et les mots que je dis, les illustrations de la carte et tout ce que je dis doit t'aider à trouver les réponses. Et donc, même si quelque chose, tu n'es pas d'accord avec moi, justement, c'est intéressant, ça va déjà te donner une réponse. Donc voilà, moi, je n'ai pas de science infuse, je ne fais pas de divination et ni de prédiction. Parce que tu considères que ça n'existe pas ou parce que tu considères que c'est pas ton rôle d'en faire? Eh bien, je vais te dire ce que je pense. Je pense que ça n'existe pas, mais c'est mon approche et je respecte les croyances des autres. Mais oui, je pense que ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est mon approche et je sais que j'ai des débats avec des copines et il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je fréquente des copines de tarot qui n'ont pas du tout la même approche que moi, qui sont capables de me parler de leurs croyances et je les écoute avec énormément d'intérêt, voire de fascination. Simplement, on n'a pas les mêmes méthodes et tant mieux d'ailleurs parce que sinon on se marcherait sur les pieds. Mais non, moi je ne crois pas, je suis très cartésienne. Voilà, pour moi les cartes sont du hasard ce sont des prétextes à l'introspection. Et sur n'importe quel emplacement, tu tirerais n'importe quelle carte, tu pourrais travailler en fait. C'est pas, on s'en fout de quelle carte tombe, tu vois. Voilà. Alors c'est hyper intéressant et justement c'est ce que j'aime aussi aller explorer avec mes invités dans ces épisodes de podcast. Alors effectivement on touche aux croyances personnelles les plus intimes, parfois les plus spirituelles, en l'occurrence là non, on est sur quelque chose de très concret et rationnel. Mais c'est hyper intéressant d'avoir, alors non pas forcément ces débats parce qu'on n'est pas là pour débattre, mais pour partager des visions et des approches. Et il y a forcément des gens qui se retrouveront dans ton approche aussi. Bien sûr, et des gens qui ont ces croyances peuvent quand même venir me voir si tu veux. En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et enfin, tu vois. Et parce que je peux apporter des réponses hyper intéressantes aussi, en fait, mais qui ne seront pas guidées par des anges ou des entités ou par un hasard qui n'en serait pas un, tu vois, des choses qui ne s'expliqueraient pas, mais voilà. C'est pas parce que je suis dénuée de ces croyances-là que je n'apporte pas des réponses hyper pertinentes. Et d'ailleurs, des fois, il y a des gens qui ont pu me dire « Ah, mais t'es rabat-joie, tu enlèves de la magie à la pratique. » Mais moi, je trouve ça magique, si tu veux. En fait, quand je me fais un tirage et que le tirage est d'une cohérence sublime et qu'il me donne clé en main une offre avec le concept visuel tout déroulé et tout, je suis là, mais c'est magique. Enfin, ou même ce que j'ai raconté tout à l'heure sur la carte de la tour pour guider une scène, mais est-ce que c'est pas magique ça de se servir d'une illustration, d'une signification d'une carte qui est ancestrale, la tour du tarot, pour écrire une scène hyper poignante de quelque chose que en plus t'as vécu, par exemple, tu vois. Donc ça c'est, je veux dire, c'est pour moi ça n'enlève rien à la magie du tarot, en fait, doter tout ce décorum, en tout cas pour que je considère, moi en tout cas, comme pas important dans ma pratique du tarot. Oui, et pour toi, en fait, il n'y a rien derrière ces tirages et ce qui s'en dégage, finalement, il y a pas de force supérieure, il n'y a pas de... C'est juste le hasard qui a fait que tu as pu, toi, à ce moment-là, dans cet instant précis, dégager une histoire. Voilà, exactement. Après, bien sûr que, en tant qu'humain, il y a toujours un peu de superstition. Par exemple, moi, je brasse mes cartes quand je tire pour moi-même, ou même pour les autres d'ailleurs. Déjà, je souffle dedans, on sait pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, je veux que les cartes sautent parce que j'ai envie quand même qu'il y ait quelque chose, tu vois, qui se passe. Et je me dis, c'est cette carte et pas une autre. Et ça, je pense que, je ritualise un petit peu quand même, je pense que ça participe à la concentration psychologique. Et d'ailleurs, je vais l'expliquer dans ma formation, justement, pour faire des tirages comme moi je l'ai fait, des tirages vraiment qui vont aboutir à des choses très pratiques. C'est vraiment, il faut ritualiser un minimum pour se concentrer, en fait, et pour vraiment pouvoir lire le message. Mais
Par exemple, moi aussi, je fais une roue de l'année, par exemple, tu vois. Et la roue de l'année, moi, je sais que là, en septembre, j'avais tiré le 3 d'épée et les souris. J'arrête pas d'y penser. Et j'ai beau savoir, en tout cas pour moi-même, que c'est du hasard et que n'importe quelle carte et qu'on n'y croit pas, eh ben, je ne fais que penser à ce 3 d'épée et ces souris qui ont vraiment ruiné mon mois de septembre, tu vois. Et là, pour le mois d'octobre, j'ai le fou et la cigogne, et j'espère bien avoir une super bonne nouvelle, si tu veux. Voilà, donc bon, tu vois, ça reste quand même évidemment, parce que c'est aussi joli, en fait, de penser comme ça. Mais je suis très rationnelle en mon cœur, tu vois. J'ai une approche journalistique du tarot. Ok, une approche journalistique du tarot. C'est ce que tu viens d'expliquer pour toi. Voilà, c'est ça. Ok. C'est vrai que c'est amusant de quand même faire une roue de l'année et d'y penser sans vraiment vouloir y croire non plus. Si tu veux, ma roue de l'année, depuis 2-3 ans, j'essaye justement d'en faire un outil introspectif et pas divinatoire. Donc, j'ai essayé plein de méthodes. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, la roue de l'année, en tarot psychologique. Donc, il y avait l'énergie du mois, le conseil du mois, pour justement essayer de s'élever au-dessus de ce truc de fatalité. Oh my God, j'ai eu le 3 d'épée. Mais bon, au fil de l'année, j'oublie les emplacements et je regarde juste les 2 cartes. Donc au final, ça revient même. Mais voilà, mais c'est aussi un petit rituel qu'on fait avec ma sœur. Enfin voilà, je suis pas non plus la rabat-joie de service. Moi aussi, j'ai bien envie de rêver et d'apporter cette. Et puis on sait jamais, tu sais. Au fond de moi, je suis un humain, donc je suis pas sûre à 100%. Donc, ce 3 d'épée et ce. Enfin, je veux dire. C'est toujours incroyable, les roues de l'année. Je suis désolée, quand tu reviens en arrière, oui, en effet, t'es là, mais ah là, ils avaient prévu mon arrêt de la clope, ils avaient prévu ça, mais on sait pas qui c'est, mais voilà. Oui, et puis c'est ce que toi, tu vas projeter a posteriori sur un tirage. Mais évidemment, ça marche jamais dans ce sens-là. Ça marche toujours dans l'autre sens. De dire, ah, mais d'accord, c'était ça. Ça marche. Mais dans l'autre sens, ça marche jamais. J'ai jamais écrit, je vais avoir une très mauvaise nouvelle concernant mon chômage au mois de septembre, tu vois, par exemple. Ça, je l'avais pas écrit. Mais par contre, dans le sens inverse, ah, d'accord. Et je suis content que tu aies reparlé de ta sœur parce que ça m'avait travaillé un peu au cours de l'épisode. Justement, est-ce que elle continue sa pratique? Est-ce que sa pratique est restée purement sur le tarot de Marseille, comme tu disais au départ? Est-ce qu'elle t'a rejoint? Est-ce que vous partagez ça ensemble? Je suis un peu curieux de ça me fait rire parce cette relation. Imagine écouter et se dire, mais elle va pas arrêter de parler de moi chaque interview. Ma sœur continue à tirer les cartes, mais elle a jamais changé, si tu veux. Elle a pas eu comme moi le pic qui s'est emballé complètement, qui a fait un peu halluciner tout le monde. Elle a pas eu, voilà, cette passion dévorante. Elle a gardé sa pratique, elle est toujours restée la même. Elle se tire les cartes de temps en temps. Elle est pas passionnée. Depuis que moi j'ai été complètement passionnée, que je lui ai fait découvrir des jeux, donc j'en ai offert. Elle a 2-3 jeux, mais elle en a pas 50. Elle continue sa pratique et c'est vraiment notre rituel de sœur de faire la roue de l'année, justement. C'est vraiment notre rituel à toutes les deux, quoi. Et quand on se voit, on se tire les cartes 20 fois par week-end, quoi. C'est vraiment, j'adore avec elle, on se tire carrément les cartes, on a vraiment une approche, on adore ça, quoi. Est-ce qu'elle a une approche divinatoire ou elle est comme toi? Oui, non, elle a plus de croyances quand même. Je vais pas parler pour elle, Claudia, si tu nous écoutes. Mais je vais pas parler pour elle, mais elle a plus de croyances, je pense. Tu as parlé de ce pic et ça m'a ramené à une question que je voulais te poser, que j'avais un peu oubliée. Dans ton histoire du tarot, il y a eu cet arrêt complet. Tu as parlé d'un burn-out et vraiment tu as fermé la porte au tarot, tu l'as rangé dans un coin. Enfin, je dis comme si je le savais, mais tu vas nous le dire, confirmer ou infirmer. Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que pourquoi t'en as eu besoin? Puisque j'imagine que si tu l'as fait, c'est que t'en as eu besoin à un moment. Qu'est-ce que ça t'a fait et comment tu y es revenu? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait à nouveau se produire? Je te pose la question parce que je sais très bien que dans le milieu du tarot, il y a des gens qui arrêtent tout du jour au lendemain, qui se posent des questions, donc je pense que si tu acceptes d'en parler, ça peut être intéressant. Complètement. Ça arrive assez souvent. Moi, je trouve des pannes tarologiques. Bon, dans mon cas, il y a eu effectivement cette expérience un peu foirée de lancement, enfin de développement de mon entreprise en temps partiel.
Sans rentrer dans les détails, mais il y a eu aussi un peu des histoires, un peu des dramas, on va dire, dans le secteur, voilà, qui ont été compliqués pour moi à gérer. Donc tout ça a fait que j'ai eu vraiment un ras-le-bol et j'ai vraiment eu une impression de toxicité aussi des réseaux sociaux, etc., du monde de l'entrepreneuriat, de tout ça m'a explosé à la figure. Du coup, j'ai vraiment eu envie de dire, allez, c'est ciao, digital detox, tout. J'ai tout arrêté. Et à ce moment-là, le tarot me dégoûtait. Enfin, je voulais limite tous les revendre, quoi. C'était vraiment, je n'en pouvais plus, quoi. J'avais été déçue. J'en pouvais plus. Et je ne sais plus vraiment comment c'est revenu. Il y a eu un moment où j'avais envie d'orienter mon compte Instagram sur plus la littérature et tout. Enfin, j'ai fait 2-3 essais. Et je crois que quand je suis revenue, j'ai eu envie de faire un challenge autour des yokai. Et ça a été revenu par le biais, voilà, d'avoir envie de partager autour de mes passions, les monstres et le tarot, quoi. Et donc c'est revenu comme ça. Et puis j'ai renoué. Et puis après, je suis retombée comme en 40 ans. Je veux dire. Parce que je vois souvent par exemple, des retours de personnes qui sont parties, qui reviennent en disant, ouais, bah, cette fois-là, je vais vraiment essayer d'y aller piano. En fait, je trouve que quand on remet un pied dans les réseaux sociaux, c'est difficile de pas revenir exactement comme avant, quoi. Malheureusement. Et alors, effectivement, avant d'enchaîner, juste les yokai, si tu veux donner ta définition pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. Et ben c'est les fantômes et les entités du Japon, en fait, c'est leurs petits monstres, comme par exemple le renard à 9 queues, la kitsune par exemple, ça c'est un yokai, la petite tortue qui a un bol sur la tête, enfin voilà, ils ont des légendes, en fait dans les croyances populaires japonaises, hein, les légendes, il y a des millions de petits personnages comme ça, même du quotidien, des tongs animés, des lampions, enfin voilà, ils ont plein d'histoires, moi j'adore. On l'avait déjà abordé très 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 brièvement avec Caroline Duban, que j'avais reçue dans l'épisode 11 de mémoire, qui a créé un oracle sur les yokai. Bah bien sûr. Que tu dois avoir, j'imagine. Bien sûr, les kami, les yokai. C'est ça, ouais. Oui, bien sûr, je l'adore. C'est un des seuls oracles que j'ai gardé d'ailleurs. Bah, Caroline Duban, que j'avais rencontrée au festival Étrange Tarot à Bayeux, et qui est une historienne, conférencière passionnante, passionnée et passionnante. Et du coup, j'avais eu la chance je lui avais dit, mais il faut que tu participes à un épisode de podcast. Et donc, on avait parlé un petit peu, elle avait évoqué rapidement les yokai. Cette période de digital detox et de tarot detox, ça a duré combien de temps ? 5 mois, je crois. Ah oui, quand même. Ouais, il me semble. Il me semble. Et t'as ressenti le manque du tarot pendant cette période-là, ou c'est vraiment revenu par la petite porte insidieusement ? Je l'utilisais de toute façon dans le cadre de mon roman, de toute façon. Est-ce que je me tirais les cartes ? Je pense que je me tirais quand même les cartes, parce que je me rappelle, j'avais une amie tarologue aussi, qui j'étais très proche à cette époque-là. On faisait des retraites d'écriture toutes les deux, elle écrivait aussi, et on se tirait quand même les cartes. Donc tu vois, il y a eu un moment, on va dire, sur de vraiment de l'arcane sans nom, tu vois, la mort qui veut vraiment tout péter, disparaître à tout jamais, parce que vraiment j'étais en colère en fait. Mais ça n'a pas été aussi long que ça, tu vois. Et après, je suis quand même revenue relativement, enfin tu vois, à mon avis, je me rappelle plus, mais j'ai quand même dû continuer à montrer ma tête en story, tu vois, me connaissant. Et justement, tu parlais des réseaux sociaux. Je trouve ça peut-être intéressant qu'on en parle, surtout que tu as cette approche de par ton métier. Tu étais spécialisé dans les réseaux sociaux en tant que journaliste. Et aujourd'hui, tu es une créatrice de contenu, tarologue. Les réseaux sociaux, c'est, je pense, mais un peu comme moi, c'est vraiment la base du... Voilà. Et quelle est ton approche, ton opinion des réseaux sociaux ? Tu as parlé un peu de drama. C'est vrai que c'est ce qu'on reproche souvent en inconvénient aux réseaux sociaux. Si tu veux, sans rentrer évidemment dans les détails personnels, mais donner un petit peu ton avis objectif et professionnel des réseaux sociaux
et par le prisme évidemment de nos activités du milieu du tarot. Là, en l'occurrence, le drama était pas lié aux réseaux sociaux. C'était lié avec des amitiés du tarot, mais pas forcément lié aux réseaux sociaux. Alors moi, les réseaux sociaux, je trouve ça dangereux. Voilà, je trouve que c'est quelque chose dont il faut vraiment se méfier. Moi, j'en fais souvent les frais. J'essaye vraiment de prendre du recul et j'aimerais beaucoup réussir à justement ne pas avoir les réseaux sociaux sur certains laps de temps dans la semaine. J'ai beaucoup de mal. Je suis complètement addicte et ça m'embête, vraiment. Je trouve que c'est dangereux à plein d'égards, par rapport au regard qu'on porte sur soi, par rapport à la déformation, par rapport aux fake news. Enfin, il y a énormément de problèmes. Après, c'est un outil formidable pour communiquer. Et moi, si demain Instagram disparaît et que mon compte saute, je n'ai plus de clientèle. Enfin, j'ai ma base mail quand même. Mais honnêtement, c'est quoi cet accent ? Honnêtement, faudrait tout réécrire, quoi. Enfin, faudrait tout refaire. Et j'aurais pas le courage. Voilà, Instagram, c'est ma base de clients. Donc c'est vraiment par là que je présente tout ce que je fais. Toute ma stratégie de contenu, Instagram, c'est le pilier. J'essaye un petit peu de me diversifier, mais je veux dire, ça fait tellement peu d'engagement. Il y a tellement, la niche tarot est tellement présente en fait sur Instagram que c'est compliqué d'aller essayer d'explorer d'autres univers, quoi. Même TikTok, c'est un autre style et c'est les plus jeunes. Moi, je sais que ma cible, elle a mon âge, elle est entre 30 et 60 ans, on va dire. Et c'est les plus jeunes qui vont faire du tarot sur TikTok. LinkedIn, c'est quand même pas très branché tirage de tarot. Donc voilà, c'est quand même... j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier comme ça, j'aime pas ça du tout. Puis j'ai tellement vu de nanas se faire voler leur compte et puis tout reprendre à zéro, moi j'aurais pas le courage. Moi le jour où mon compte Instagram il saute, je fais bibliothécaire, je fais un autre job. Je quitte tout. D'ailleurs, justement, alors c'est intéressant parce que donc tu as démissionné de ton boulot de journaliste. C'est vrai que j'ai pas rebondi dessus, mais excuse-moi, ça m'a perturbé, tu vois, où mon chakra il a fait oh. Et quoi ? Choqué. Moi, j'étais fonctionnaire, je ne le suis plus depuis le 1er septembre. J'ai aussi démissionné, mais j'ai eu 2 ans de disponibilité, donc j'ai eu cette sécurité de pouvoir y revenir si j'en avais envie. Mais c'est vrai que voilà, la démission ou la rupture conventionnelle, il y a quand même un acte très définitif, même si moi je considère que tout est toujours possible dans la vie et que si tu veux y revenir, tu pourras toujours y revenir. Mais aujourd'hui, là, ce que j'entends, c'est que même si ton activité professionnelle que tu développes à travers cette entreprise autour du tarot, de la création de contenu, etc., si ça devait s'arrêter, tu ne retournerais pas vers le journalisme ? En fait, effectivement, c'est pour ça que j'ai mis aussi du temps quand même à prendre cette décision radicale, puisque moi, j'habite maintenant à Lyon. Mon entreprise était basée à Paris. J'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans, je crois, dans les bureaux, là-bas. Après, j'ai obtenu le télétravail pour pouvoir descendre à Lyon. Mais à Lyon, il n'y a pas d'offre d'emploi dans le journalisme. Je veux dire, il y a peut-être une quinzaine de journalistes à Lyon. Donc, les places sont extrêmement chères. Donc, je savais qu'en quittant ce travail que j'avais, qui était quand même un poste en or, je ne retrouverai pas ces conditions de travail et j'ai pas envie de retourner vivre à Paris. Donc je disais adieu aussi au journalisme en quelque sorte. Donc oui, c'était une décision pas facile à prendre. Et puis de toute façon là, j'aurais pas envie, je crois. J'aurais envie de faire quelque chose de plus pépère, de plus en accord avec ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Si je devais retrouver le salariat. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien être bibliothécaire. Mais ça veut dire aussi repasser des concours et tout. Mais ça serait un peu mon autre rêve, quoi. Ok, c'est intéressant. Merci beaucoup. Je pense que on a quand même couvert pas mal de sujets. C'était passionnant. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose, une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu pensais que j'aurais abordé, que j'ai pas abordé ? Écoute, non, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de ma vie pro, et même plus. Non, j'étais très très heureuse d'être invitée sur ton podcast que j'écoute beaucoup. Et d'ailleurs, je vais aller tout de suite écouter le numéro 11, là,
avec Caroline Duban. Là, ça m'a donné envie. Et non, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Et puis voilà, si des gens ont des questions, ils peuvent venir aussi me trouver pour venir me poser des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Voilà. Absolument, mais merci à toi. Moi, j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant et passionnant. Et puis même si je te suis, on se suit mutuellement depuis peut-être 3 ans déjà, depuis le début quasiment. Mais c'était hyper intéressant d'avoir cet échange plus personnel et d'en découvrir un peu plus sur toi aussi. Pour celles et ceux qui souhaitent te retrouver, donc on a dit Instagram Loastrega. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres liens? Sur mon site internet loastregatarot.com pour s'inscrire à ma newsletter notamment. Voilà. Parfait. Et puis, alors, normalement, je vais le diffuser dès demain, l'épisode. Donc, mais super, ok. Bah oui. Donc, ceux qui ont envie de s'inscrire à mon atelier en placement, moi, je pensais qu'il serait publié après, n'hésitez pas à vous inscrire pour apprendre le tarot, l'art de lire une carte dans son contexte. On va s'entraîner avec des cas fictifs. Désolé, je fais une petite page de pub, mais voilà, c'est maintenant ou jamais. Oui, et c'est vrai que c'est, tu vois, j'ai pensé à toi hier parce que j'ai fait un petit tirage pour un copain qui me l'avait demandé. Et par exemple, j'ai donné l'exemple sans tout dévoiler, mais j'ai tiré le cavalier de coupe en problème. Et au début, je me disais t'es peut-être pas aligné avec tes aspirations profondes, etc. Et en fait, non. Si je reviens vraiment le cavalier de coupe, contredit la carte en faisant ça. Exactement. C'est ce que et donc j'ai pensé à ton atelier. Je me suis dit, oui, non, ne dis pas n'importe quoi. Le problème, c'est que peut-être que t'as envie de trop plaire, genre de trop faire plaisir, Voilà. Peut-être aussi c'est trop. Alors je connais pas le contexte, mais t'es peut-être trop envie de plaire, ça c'est vrai. Mais t'es peut-être aussi trop idéaliste aussi, peut-être trop romantique, un peu trop cavalier servant, un peu trop galant. Enfin tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il faut faire les mots clés et c'est le défaut de la qualité en quelque sorte, tu vois. C'est ça, et pas le prendre à l'inverse en voulant essayer de tordre. Exactement. Donc j'ai pensé à toi hier. On enregistre aujourd'hui et normalement je publie demain. On sera mercredi 2 octobre. Très bien, l'atelier a lieu le 7 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire de la reloue. Non, mais si j'avais su, j'en aurais beaucoup plus parlé. Non, mais c'est très bien comme ça, c'est parfait. Et puis c'est bien qu'on en parle. Et puis du coup, cette formation que tu nous concoctes pour peut-être la fin d'année, début 2025. Et je n'ai pas oublié que tu as un tarot de prêt, si jamais l'avenir nous le dira. Oui, tout à fait. Oui, mais bon, il faut encore que je trouve une illustratrice, ou alors on le fait avec de l'IA. Mais j'ai déjà travaillé un peu avec l'IA, mais c'est compliqué d'avoir des cartes qui sont cohérentes les unes les autres avec l'IA, quoi. C'est pas si simple que ça, hein. C'est pas un claquement de doigts, tu ponds un tarot avec de l'IA. Hein. Mais alors d'ailleurs, du coup... On a encore 20 minutes sur notre timing d'enregistrement. L'IA, l'IA, il y a un débat énorme sur l'IA. Je pense que toi, avec ton poste de journaliste en marketing, ça doit être un sujet omniprésent depuis quelque temps. Et dans la sphère du tarot, dans la sphère créative, il y a quand même beaucoup de crispation autour de l'IA. Est-ce que tu voudrais nous partager peut-être ton approche et ton point de vue de cet outil ? Alors moi, je trouve que c'est un outil, que lui tourner le dos, ce serait se laisser bouffer dans le dos, on va dire. Donc il faut s'emparer de cet outil, ça c'est sûr. Mais moi je pense qu'il faut le faire de bonne façon. Donc déjà, comme on le disait la dernière fois qu'on s'est parlé, mais déjà signaler qu'on utilise l'IA, c'est un peu la base. Et surtout, ne pas faire du tout IA, en fait. Il faut laisser sa créativité être majoritaire, on va dire, à l'Assemblée. Et donc, du coup, l'IA doit venir comme un outil et pas l'inverse, en fait. Et donc, du coup, moi, je regrette que, notamment sur Instagram, on a des comptes Instagram entièrement, donc, images et textes générés à l'IA. Où est l'humain? Où est la créativité? Et en fait, comme j'ai beaucoup, moi, utilisé l'IA, notamment dans le cadre de mon métier, où en fait, tout ce qui était petite brève à écrire à la va-vite, je me suis rendu compte que l'IA le faisait mieux que moi. Donc mais évidemment que je vérifiais toutes les infos, que je me réappropriais le texte, etc.
mais je connais très bien la manière dont l'IA parle. Et donc, du coup, moi, je trouve ça un peu triste, en fait. Des comptes à Instagram où c'est vraiment, tu le sens que c'est rédigé pas par un humain. Et je trouve ça dommage. Voilà, c'est mon avis. Je trouve qu'on doit garder quand même sa patte, en fait, d'humain. Et pas... parce que, bah voilà, comme je le disais, ça se voit et ça se ressent, quoi. On est d'accord. Voilà. Ça se ressent. L'IA est un outil qui doit être utilisé pour nous aider à sublimer les choses ou pour aller plus vite sur certaines choses. Mais on doit garder sa patte créative. Ben, merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi, Nico. Et puis, nous, à très bientôt. On te suit sur Instagram, les réseaux sociaux. Et merci à toutes celles et ceux qui auront pris plaisir, je l'espère, à écouter cet avant-dernier épisode, puisque notre saison 1 de Voyage en Cartothèque prendra fin avec le prochain épisode. Je ne sais pas encore ce que je ferai, avec qui, comment, pourquoi, mais il y aura bien un 21e épisode qui clôturera cette saison. Et ensuite, je pense qu'on ouvrira très largement, je sortirai un petit peu des clous de numérotation d'épisodes, publication régulière, etc. Je me laisserai un peu plus libre. Oui, voilà. ça fait toujours plaisir d'être libre. On aime la liberté. Ouais, on adore. Merci encore, Loa, pour tous ces partages et puis ce merveilleux voyage en ta compagnie. À bientôt. À bientôt. Salut.